Dans quel contexte cette exposition est-elle organisée? Alors, c'est dans le contexte, bien sûr, du mois de mai, qui est celui de la commémoration de l'abolition de l'esclavage avec la loi Taubira, hein, bon, très clairement. Mais ce projet, nous l'avons avec la Maison de l'Amérique latine depuis 5 ans. C'est un projet qui a été malheureusement stoppé à cause du Covid, puis qu'on a réactivé. Ce projet, on le souhaitait depuis longtemps. Moi, j'ai beaucoup fait de films avec les marrons, les Bushinengi du fleuve Maroni, et ces films sont la clé de mes relations avec les artistes. J'ai acheté des œuvres il y a très longtemps. Et donc, on a eu l'idée d'utiliser déjà tout le corpus audiovisuel que nous possédions et tous les contacts que j'avais avec les artistes pour pouvoir mettre en valeur cette culture. Ça me paraissait vraiment très important de montrer que ce peuple qui avait tellement souffert avait une résilience tellement belle pour découvrir au moment où il entre en paix le plaisir, le bonheur de faire du beau, le moy, la beauté. C'est formidable. Donc on voulait montrer ça ici, des expositions comme ça, il n'y en a jamais eu. Et donc c'était l'occasion de faire venir des artistes, de leur rendre leur honneur d'artistes du bois, de la peinture, et qu'à Paris on puisse voir ce travail-là. Pourquoi ce focus sur le marron? Le marron, c'est celui qui a eu le courage de quitter la plantation, de partir vivre dans cette forêt dangereuse et d'arriver à survivre, d'arriver à lutter. En 1772, le Suriname, grâce au marron, a quand même failli être la première république noire avant Haïti. Donc, il fallait le dire. Ces hommes qui vivent dans la forêt depuis, qui ont réussi à survivre avec leur médecine, leur religion, leur culture africaine mais réinterprétée, voilà, quand même. Quelle est la chronologie de l'installation des peuples marrons en Guyane? Alors, la chronologie, elle est très simple. Il y a un groupe là, on a signé avec les Djuka et les Saramaka en 1760 un traité de paix. Mais cela comportait le fait qu'ils n'acceptent plus aucun nouveau marron. Vous pensez bien que des esclaves qui voulaient se sauver, il y en a continué. On avait beau leur dire qu'ils n'avaient pas le droit de partir, ils partaient quand même. Et donc, à ce moment-là, il n'y aura plus jamais de paix avec les marrons. Il va y avoir la guerre avec ce dernier groupe-là qui va constituer le groupe Boni Yaloku. Et après une guerre de 5 ans où on envoie 1200 mercenaires hollandais pour les combattre, au début, la guerre, c'est eux qui la gagnent. Mais après, ils ont compris, les militaires, la guérilla. Ils vont brûler les villages, ils vont brûler également les plantations. Ils n'auront plus rien pour survivre, rien à manger, et ils vont passer côté Guyane. Et donc, c'est 1778 à peu près que les marrons du Suriname arrivent à cause de cette guerre du côté guyanais. C'est le début des marrons du fleuve côté français. D'où viennent les différentes pièces qui composent cette exposition? Alors les pièces viennent pour la partie muséale derrière moi du Quai Branly, mais avant le Quai Branly, c'était au musée du Trocadéro. C'est arrivé dans les années 30 avec des missions qui ont été faites sur le Maroni par Léon Gontran Damas, le poète, et également le fils de Marc Sangnier, Paul Sangnier, qui était tout jeune et qui meurt en revenant de ce voyage, qui se noie dans la Dordogne, et puis Jean Hureau, le cartographe, celui qui a terminé la carte de la Guyane, qui lui est venu de 46 à 63, presque tous les ans, finir la carte, et qui a acheté des objets de la fin du 19e, qui les a gardés chez lui jusqu'à sa mort, et en 2006, les a déposés là directement au musée du Quai Branly. Donc c'est passé de musée en musée, voilà pour ces pièces-là. Et puis il y a aussi la collection du groupe Karma, à Mana, donc Patrick Lacaisse, qui collectionne plein de choses, et c'est avec lui qu'on a des vaisseliers là-haut superbes, toute la collection de peignes, à partir de laquelle on a fait une œuvre d'art de peigne, et puis également les tissus qui sont derrière moi, qui sont le travail des femmes, parce que les familles n'ont pas voulu
laisser partir les trésors familiaux qui sont dans des caisses en ferraille, dans les maisons, et qui racontent toute la vie d'une famille au travers des générations. Carlos Adaoudé nous disait que lui, il a des tissus de son grand-père, son arrière-grand-père, et que, bon, voilà, c'est difficile de voir ça partir pour 6 mois pour une exposition. Quels sont les liens personnels que vous entretenez avec le Maroni, la Guyane, les Marrons? Les liens personnels. Je suis arrivée en Guyane en 88. J'ai dirigé les programmes de la station de radio, de télé, et j'ai commencé à filmer. Et puis 2 ans plus tard, je suis partie et j'avais toujours des projets de films, et j'ai continué chaque année d'aller tourner des choses en Guyane. Ce sont les audiovisuels qui se trouvent ici, là, dans la salle audiovisuelle de l'exposition. Alors les liens, je les ai tissés au fil des années, au fil des films, mais tout de suite, en 89, j'ai déjà... autour d'une exposition qui s'est tenue à ce moment-là, qui s'appelait Sur les traces de Bonny, j'ai acheté les premiers objets. Des objets d'Antoine Lamoraille, la première peinture sur toile d'Antoine Dinguillou. Voilà, donc ça a commencé comme ça, mes liens avec les Marrons qui ne se sont jamais stoppés. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé les garçons, je pense à Antoine Dinguillou qui maintenant a 30 ans de plus et qui a évolué dans sa peinture. J'ai pu poser des peintures de ces différentes évolutions. Voilà, ça c'est sympathique, et d'autres que je ne connaissais pas. Voilà, je suis tombée amoureuse d'une énorme pagaie sculptée par Francky Amété, magnifique. Donc j'aime beaucoup cet art. Les liens que j'ai tissés avec eux, c'est aussi des liens autour de leur sens de la beauté, de ce que ça signifie. C'est un art qui parle. Moi, quand j'ai découvert que c'était un art d'amour, où on disait des choses à la femme qu'on aimait, parce qu'on n'avait que le bois à l'origine pour lui dire que on voulait lui faire plaisir, lui offrir des beaux objets, même ceux du quotidien, c'est pas grave, un peigne, une pagaie, tout ça, mais du moment qu'on y met du beau, c'est quand même extraordinaire. Moi, ça m'a beaucoup touchée. J'arrivais d'Afrique, j'avais rencontré beaucoup de populations africaines, puis là, il y avait encore une population différente, mais d'origine africaine, et j'ai trouvé ça, voilà, ça m'a beaucoup émue, et cette émotion, j'espère l'avoir transmise dans cette exposition. Pourquoi le choix de la Maison de l'Amérique pour cette exposition? C'est la Maison de l'Amérique latine qui m'a appelée à la demande d'un peintre haïtien qui était mon voisin en banlieue parisienne, à Villejuif. Et le peintre Hervé Telemaque, qui est d'origine haïtienne, donc descendant lui-même de Marron, m'a demandé de venir lui expliquer. Enfin, voilà, il savait que j'avais fait des films, donc je lui ai montré ce que j'avais fait. Et il m'a dit... Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et je lui ai dit, pour moi rien, je suis à la retraite, rien de particulier, mais pour l'art des Marrons, oui. Parce que vous pouvez, votre voix se fera entendre. Il a appelé la Maison de l'Amérique latine qui a dit, banco, on y va. Et ça a pris 5 ans, parce qu'une exposition, ça prend du temps, et qu'ensuite se sont rajoutées 2 années de Covid. J'ai cru qu'on n'allait pas la faire, mais on l'a faite quand même, donc je suis très heureuse. Des Marrons, est-ce qu'on en retrouve ailleurs dans la Caraïbe? Oh, il y a eu des Marrons partout. Partout, les esclaves ont essayé de fuir. Partout. Il y en a au Brésil, Jamaïque. Enfin, je ne vais pas tout vous citer parce qu'il y en a eu partout. Après, la difficulté, ça a été de survivre, que les groupes survivent. Au Brésil, ils ont été chassés. Alors, il reste des villages, un peu partout, des noms, des fêtes autour du tambour dans plein de pays. En Jamaïque, par exemple, ils ont réussi à tenir dans des positions géographiques très, très difficiles, mais beaucoup ont disparu. Alors maintenant, dans la plupart de ces pays-là, quand vous allez au Brésil, vous voyez des statues. On a statufié les Marrons un peu partout. Et je me disais, c'est bien de faire des statues pour les Marrons. Mais là, en Guyane et au Suriname, on a des peuples entiers de Marrons qui sont intéressants, créatifs, orgueilleux de leur passé, et donc je trouvais qu'il fallait en parler, il fallait les montrer. Les Marrons ont-ils réussi à se faire accepter au fil de toutes ces années? Vous qui êtes Guyanais pouvez m'en dire plus. Moi, je ne suis pas originaire de la Guyane, je dirais qu'on les a laissés à la marge. Que plusieurs fois, quand j'ai dit je vais faire quelque chose sur les Marrons, on m'a regardé surpris, vous ne voyez pas l'intérêt. Donc,
Là, je vais moins souvent en Guyane maintenant, ça fait quelques années que j'y suis pas allée. J'espère que la mentalité a changé et qu'on regarde cette société comme une richesse. Je souhaite que ce soit de cette façon-là que la société Bushinege soit vue en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe, etc. Il n'y a plus de marrons. Donc, bien sûr, on les honore sous forme de statues. Je voudrais qu'en Guyane, on les regarde comme des êtres vivants de qualité. Qu'est-ce que vous voulez voir changer à travers cette exposition? Le regard des Occidentaux, la valorisation de ce travail, la compréhension de ce qui a été fait à une population qui, pour autant, n'a pas de haine, n'aime pas la guerre, n'aime pas la sorcellerie et aime la beauté et l'art. Et je voudrais que les gens qui viennent ici comprennent à quel point cette société qui respecte la nature, qui s'excuse quand elle arrache des plantes, etc., qui est proche de la nature, est moderne, est à regarder de près. Elle connaît des plantes. Un homme fait doit connaître au moins 50 plantes pour pouvoir soigner sa famille. Et les artistes qui sont venus disaient, une famille, quand une fille veut se marier, trouve particulièrement intéressant qu'elle épouse un homme qui s'y connaît en soins, en plantes médicinales. Voilà, donc tout ça me paraît vraiment important. Cette exposition est ouverte jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du mois de septembre, donc vous avez tout le temps de venir, même si vous venez d'ailleurs pendant les vacances. Elle est gratuite, ça veut dire que vous entrez, vous venez une fois, vous avez un petit moment, vous pouvez revenir visionner. Il y a plus d'1 heure d'images. Donc c'est une exposition très riche en images puisque c'était mon métier d'origine. Donc on a cette chance-là qu'il y a beaucoup d'images à regarder. Puis les objets que le Quai Branly nous a prêtés. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Léon Gontran Damas, personne n'a jamais vu ses œuvres, elles sont là. Voilà, donc vous avez le temps de venir et ça coûte rien, donc profitez-en. Et quelles sont les œuvres de Gontran Damas, de Léon Gontran Damas que vous détenez, que vous avez ici à la maison de l'Amérique latine? Alors, ce sont les œuvres que nous a prêtées le musée du Quai Branly. Il y a un très très beau tambour. Et puis il y a un hochet, vous savez, avec des sonnailles à l'intérieur pour les cérémonies. Voilà, il y a plusieurs objets à lui. C'est un poète qui avait déjà écrit Pigment quand il part, c'est la seule mission qu'il fait. Il part en Guyane, il n'est pas financé par le musée du Trocadéro, mais par un journal. Et on ne sait pas trop ce qu'il a fait quand il a été là-bas. On ne sait pas d'où viennent les objets. On pense qu'il n'a pas trouvé de pirogue pour remonter, qu'il a plutôt acheté des objets sur le bas Maroni. Et quand il est arrivé à Paris, non seulement il sentait le soufre, entre guillemets, parce qu'il était anticolonial, donc ça déplaisait à mourir à l'administration française, mais en plus, on ne savait pas vraiment d'où venaient les objets. Alors on a mis tout ça dans des caisses dans les réserves, et puis c'est jamais sorti. Donc si vous voulez voir quelques-unes des pièces, eh ben, venez ici, parce que c'est pas souvent sorti. J'espère que le musée du Quai Branly fera ensuite d'autres expositions, mais ce que vous voyez là, l'ensemble des objets qui sont au musée n'étaient jamais sortis ensemble pour aucune exposition. Donc c'est le moment d'en profiter pendant qu'ils sont sortis. C'est tellement compliqué de sortir des objets d'un grand musée français que on se réjouit d'avoir pu sortir tout ça pour le montrer pendant plusieurs mois. Parce que c'est fait d'une seule pièce, les chaînons compris, et que c'est d'une extraordinaire virtuosité pour le sculpteur. Donc je pensais, moi, que la chaîne avait été rajoutée, et Carlos Adaoudé m'a dit non, c'est fait d'un seul bloc, d'une seule pièce, donc c'est absolument magnifique. Et puis, le jeu d'Awélé, qui est un jeu de stratégie africaine avec des petites graines, là il n'y a pas les petites graines. Ce jeu-là, donc moi j'ai vu jouer en Afrique, ça, au quotidien on joue à l'Awélé, et je n'avais jamais vu sur le fleuve personne jouer avec ça, donc je pensais que ça avait passé de mode. Et j'étais contente de savoir que
on avait quand même reconstruit après l'esclavage ou pendant ce jeu-là. Eh bien, Carlos Adaoudé m'a précisé que ce jeu de stratégie se joue pour certaines cérémonies et que c'est normal que je n'ai jamais vu personne jouer parce que ce sont des cérémonies particulières auxquelles je ne peux pas avoir assisté. C'est tout à fait inédit de découvrir les œuvres de ce grand poète ici à cette exposition Léon Gontran Damas. Ça n'a jamais été sorti. Il n'y a jamais eu, après son retour, d'exposition organisée. Et voilà, donc moi je savais que c'était quelque part. Je pensais que c'était au musée de l'immigration, là-bas à Porte Dorée. Puis en fait, j'ai découvert que c'était arrivé au musée du Quai Branly. Et donc j'ai été ravie de pouvoir en sortir quelques pièces.